Bonjour tout le monde, c'est Nico de Batman Legend. Bienvenue dans ce 18e Batcast déjà, le podcast made in Batman Legend. Au programme aujourd'hui, retour sur nos lectures Batman de février, paru chez Urban Comics, puis on jettera un rapide coup d'œil sur les sorties à venir pour le mois de mars. Euh, pour la seconde partie de ce Batcast, on consacrera donc cette partie à l'analyse psychologique de Batman et quelques-uns de ses camarades de jeu. Et pour m'accompagner, on a donc trois rédacteurs du blog, mais il y en a un qui nous rejoindra après, c'est Bruno, et donc deux rédactrices du blog avec Alexandra Salut. et Aliénor Drake. Salut. Et puis aussi un invité un peu particulier, puisque comme notre débat du jour concerne la psychologie de Batman, j'ai décidé d'inviter un vrai psychologue pour avoir une vraie expertise sur le sujet, puisque bon, autant tant qu'à parler de psychologie, autant parler avec des personnes qui sont capables de parler psychologie. Donc on a Anthony qui est avec nous ce soir. Bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Voilà. C'est ça. Anthony, que vous pouvez retrouver sur le blog de Bruce Lee, brucetringal.com, sous le pseudo de Omac Spider, et qui est l'auteur, la semaine dernière d'un article sur Batman, justement, et sa psychologie. Et donc, je voulais rebondir un petit peu sur ce joli article que tu as rédigé, Anthony, pour parler de la psychologie de Batman dans ce podcast. Est-ce que tu peux rapidement te présenter auprès des gens qui nous écoutent ce soir ou aujourd'hui? Oui, donc voilà, mon pseudo c'est Omax Spider. J'écris depuis quelque temps sur un blog en effet qui s'appelle Bruce Lee, où nous sommes plusieurs contributeurs. Alors moi, ma partie c'est plus les analyses, on va dire psy en effet des personnages. Donc je contribue à une rubrique notamment qui s'appelle Collant sur le divan, donc qui présente un petit peu des analyses psychologiques ou des séances de psychanalyse de super-héros Marvel ou DC. Et puis là, plus récemment, donc une rubrique qui s'appelle Psychologique, voilà, dans laquelle je présente en fait des analyses psychologiques autour de sujets concernant les super personnages que nous connaissons tous. Et donc là, dernièrement, en effet, voilà, je me suis dit que pour les 80 ans de Batman, il était temps qu'il passe un petit peu faire un tour chez le psy, d'où la rubrique de la semaine dernière qui le concerne. Voilà. Ok, alors vu son portefeuille, j'espère que tu l'as bien facturé parce qu'il peut payer le monsieur. Ah oui, 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 tout à fait. La note était salée, et puis il y avait du boulot en plus. En plus, oui, il m'a donné un peu de fil à retordre, oui, donc il y avait oui. Alors on reparlera un petit peu de la psychologie de Batman un peu plus tard. En attendant, on va se consacrer à notre première partie du Batcast et notamment aux lectures du mois. Et je vais donner la parole à Aliénor pour nous parler de Batman meurtrier et fugitif, tome 3, dernier tome de la série qui a été publié chez Urban. Effectivement, donc je viens juste en plus de rédiger l'article qui sera publié, vous saurez quand, enfin voilà, vous verrez quand, pardon. Très rapidement, 3 petits points. Voilà, très rapidement. Donc on continue dans la lignée, c'est un excellent, c'est la clôture de cette excellente série. C'est toujours aussi bien, voilà, génial. Au niveau du scénario, je précise, parce qu'au niveau du dessin, j'étais encore plus déçue que les deux premiers. Ah, c'est vrai? Ouais. Les dessins, franchement, ça m'a même empêché par moment d'entrer vraiment à fond dans l'histoire comme j'aurais voulu y entrer. Parce que donc déjà, non seulement il y a une grande disparité de style, contrairement à la limite au premier où bon on pouvait, je sais pas, c'est surtout qu'il y a un dessinateur qui est horrible. Enfin moi j'aime pas du tout. Vas-y, allez, on veut des noms. Attends, je m'en rappelle plus. Il faut que Ah mince. Damien Scott. si, Damien Scott. Ok. Damien Scott, qui a un style un peu particulier et moi j'ai pas du tout aimé. Et puis même dans l'ensemble, enfin j'ai pas accroché aux différents styles sauf quelques-uns. Heureusement que la colorisation qui est réalisée par le même sauve la mise. Et qui apporte un peu de profondeur. Mais sinon, le dessin, franchement, ça m'a bien freiné. J'ai donné une sale note. Hein. mais par contre, au niveau scénariste, c'est toujours excellent. Enfin bref, je vais rien dévoiler, mais il y a des personnages qui reviennent sur le devant de la scène et qui prennent toute leur importance, alors que j'étais déçue de ne pas les voir apparaître au second.
Et donc c'est là qu'on voit en fait que les scénaristes en fait maîtrisent totalement le truc, quoi, parce qu'on se dit dans le second, ils ont oublié ça, ils ont oublié ça. Bah non, en fait ça réapparaît au troisième. Et ça, c'est vraiment en fait plus là, ça a moins un côté enquête que résolution et profondeur psychologique, questionnement psychologique justement d'ailleurs. On pourrait en parler ce soir, mais ça pose la question de la famille, du rôle de Batman auprès de sa famille, auprès de ceux qui l'entourent, auprès de ceux qu'il aime, et dans sa mission également. Donc voilà, c'est génial. Je sais pas ce qu'on a pensé Alex, enfin je pense qu'elle a aimé, mais on va lui demander, Alex, quel est ton avis sur la question? tellement bien demandé. Non, moi j'adore et je vais me répéter, mais c'est une des meilleures séries qu'il y a actuellement autour de Batman, sans le côté Quand on dit actuellement, c'est par rapport aux publications, parce que ça a été publié dans les années 2000. Oui, mais par rapport à Batman Rebirth ou Detective Comics, oui, bien sûr. après c'est d'autres styles. Là, on est vraiment plus dans l'enquête. De toute façon, on est dans les lignées un petit peu de Gotham Central. C'est une des suites de toute façon. Donc ça, si globalement les personnes ont aimé Gotham Central, on aime beaucoup ça. Je reviens 2 secondes sur les dessins. Tu parles. Alors oui, ils sont super inégaux et pas toujours très sympas. Mais moi, ça me choque pas trop parce que déjà, vu que le scénario est super, pour moi, ça passe au-dessus. Enfin, même si le dessin est pas toujours plaisant, c'est tellement bien, tellement trépidant, etc. Donc je passe au-dessus. Et ça me choque pas du tout que ça change à chaque fois parce qu'en ce moment, ils font que ça dans les comics Batman ou dans même les séries Justice League. Que ça change tous les chapitres de dessinateurs, on est un peu habitué. mais c'est pas aussi différent que ça. Alors c'est mieux fait. Alors peut-être que la transition est mieux faite, oui, je suis d'accord. Mais des fois, moi, à chaque fois, ça me choque. En plus, surtout si à côté on s'amuse à lire de la BD, Conco Belge ou de l'indé, ça reste sur un dessinateur. Moi, c'est à chaque fois ça, limite des fois ça me gêne et je comprends pas trop. Ouais, c'est énervant, ouais. C'est un peu énervant, ouais, je suis d'accord. Mais bon, moi ça m'a pas choqué. C'est la lignée de ce qu'ils font en ce moment. Oui, côté dessin, il y a mieux. Comme tu dis, la colorisation rattrape, donc c'est tout à fait lisible. Et non, c'est super intéressant. J'aime beaucoup le Batman qu'il y a dedans et j'aime beaucoup la Bat Family aussi qui l'entoure et qui le soutiennent. Et du coup, c'est plus enquête qu'aventure astronomique et avec 10 000 méchants un peu. Ouais, c'est vraiment recentré sur les personnages et sur l'enquête un petit peu policière c'est ça. de l'aventure, quoi. Ouais, franchement, ça change et du coup, je trouve ça super accessible pour les personnes qui sont pas très branchées super vilains et super héros. Du coup, c'est héros et voilà. Et on a aussi pas mal de scènes avec la police de Gotham. Donc ça permet aussi de rentrer un peu plus dans la ville de Gotham plutôt que dans le manoir Wayne. Non, c'est top. C'est toujours donc du premier au troisième tome, c'est toujours été un régal à lire, quoi. Si on peut résumer. C'est cool parce que ça y est, c'est fini, c'est en 3 tomes. Voilà. C'est ça qui est bien aussi. C'est une série courte à sortir. Ouais, c'est sûr que quand t'as des séries de 6 ou 8 tomes ou 10 tomes, machin, ça peut être assez long. Mais c'est vrai que là, 3 tomes, c'est une bonne longueur. T'as le temps de développer les histoires et les personnages, et en même temps, 3 tomes, ça suffit même, c'est bien, quoi. C'est surtout qu'ils ont joué malin parce que c'est des gros pavés, enfin des bons pavés la Urban, et 28 €. Donc c'est très bien. Et ça fait moins mal de sortir 28, sachant que t'as un gros truc, alors que si tu sors 15 par 15 € avec des petites BD, t'as l'impression de te faire avoir par Urban. Ouais. Oui, encore que Urban, on s'en sort plutôt bien, je pense. Ouais, comparé. Et du coup, tu parlais justement de la mise en avant de la Bat Family dans cette série. Alors, on va rester un peu dans ce concept-là. Je vais te laisser la parole, Alex, pour que tu nous parles du tome 5 de Detective Comics, Batman Detective Comics. Qu'est-ce que ça donne, alors, ce tome 5? Alors, je l'ai lu il y a pas longtemps, mais j'ai oublié un peu. Alzheimer, déjà? C'est pas très bon signe. Non, c'était bien. Bon, on a le retour du coup
Ah non, c'est un spoil si je dis ça. Non, c'est pas grave. Ouais, non, on spoil pas, on Qu'est-ce que je spoil fais? pas. Non, je spoil pas. Non, on spoil pas. Il y a un retour. Il y a un Voilà. retour, le retour du Jedi, on va dire. Et Faut pas qu'on dise qui est de retour. ah, mais Voilà. on le sait, de toute façon, c'est annoncé Mais même. c'est écrit dans le synopsis, non? C'est écrit dans le synopsis, ouais. Oui, c'est ça, donc c'est pas un spoiler. Allez, on dit Red Robin revient. Ok. De toute façon, on le sait, tout le monde le Allez. sait. Ouais, voilà. Il y a Red Robin et surtout il y a un autre personnage et on rentre dans du coup tout ce qui est univers parallèle. Ouais, si je peux dire ça sans. Le multivers un petit peu, ouais. Ouais, multiverse, voilà, ouais, c'est le mot que je cherchais, multiverse. Et ça m'a un peu dérangée. Parce que j'ai déjà un peu bouffé du multiverse avec Batman Metal, plus ou moins sympa. Un peu beaucoup avec Légèrement, Batman Metal. Légèrement. Et je trouvais ça pas nécessaire de l'insérer. Après, c'est bien fait, hein. Franchement, j'ai passé un bon moment. C'est pas mauvais, c'est juste que forcément avoir mis du multivers et ce personnage, enfin, c'est compliqué du coup de se pas spoiler, mais Tim Drake va rencontrer un personnage venu du coup de cet univers parallèle, et voilà, ça va créer l'intrigue pendant un gros moment. Voilà, ça m'a pas super emballé. Ça passe super emballé, alors que t'es d'habitude assez emballé par cette série. Et Oui. Aliénor, toi, c'est pareil? Moi non, ça m'a un peu plus plu que Alex. Parce que bon, déjà, c'est Tim Drake. Moi, c'est mon deuxième Robin préféré. Je l'adore et pour une fois qu'il est mis en avant, c'est pas mal. Enfin, il est assez mis en avant dans cette série quand même, hein, donc ça c'est pas mal. En plus, le dessin aussi est chouette. Et puis, alors je suis pas non plus fan en général de tout ce qui est multivers aussi comme Alex, mais là ça m'a pas dérangé parce que c'était très bien amené, c'était très bien fait, et puis j'ai trouvé l'idée originale en fait. Voilà, oui, ce Tim Drake, ouais. L'idée est très, très originale. Ouais. C'est clair, l'idée est bien amenée. En plus, on retrouve aussi cette idée avec ce Tim Drake dans Super Sons, tome 3. Donc j'ai pu un peu suivre en fait. Il y a une suite. Tout simplement. Justement, tiens, on va enchaîner du coup pour que tu nous parles de Super Sons et de ce tome 3. Et du coup, par rapport à ce lien, c'est quoi exactement le lien entre les deux séries? Puis ensuite, tu peux enchaîner sur la vie de Super Sons. Ouais. Le lien entre les deux séries, c'est tout simplement que voilà, Super Sons, ça s'appelle Futur Funeste. Et donc, comme dans Detective Comics, Tim Drake vient annoncer, dans Detective Comics, il vient annoncer un futur funeste, pour le coup. Et dans Super Sons, pareil. Alors, c'est pas le même, mais en gros, c'est un peu... c'est John, le fils de Superman, qui, dans le futur, apparemment, tue tout le monde, enfin, crée une catastrophe. Et donc, il vient l'arrêter. Et donc, il vient demander à Damian de l'aider à l'arrêter. Et à Damian et au Titan. Donc, un choix s'impose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on arrête? C'est un peu le même délire, quoi. C'est un peu le même délire. Alors, j'ai encore, voilà, Super Sons, c'est une série que j'adore, qu'on lit super facilement, qui est très agréable. J'ai juste regretté le manque d'humour un peu, parce que ce qui fait un peu le charme des deux premiers, c'est que les répliques, elles fusent. C'est hyper drôle, c'est hyper léger, voilà, on se prend pas la tête. Là, c'est un peu plus sérieux. Alors, je dis pas, hein, le sérieux est très bienvenu, mais il aurait été encore plus le bienvenu si c'est possible du sérieux et un mélange de punchline et d'humour. Tandis que là, ça me manque un peu. Et pourtant, c'est ce qu'on aimait bien dans les deux premiers. Donc voilà. Après, les héros grandissent, on voit hein, que. Enfin, c'est marrant parce qu'on dirait qu'il se passe pas beaucoup de temps entre les histoires. Mais par contre, au niveau graphique et au niveau des sentiments, on voit que les héros ils prennent de la maturité et ils grandissent. Alors bon, faut pas qu'ils perdent non plus de leur bêtise et de leur humour parce que qui fait tout leur charme. Donc voilà, c'est quand même agréable. J'espère que le tome 4 sera tout aussi bien aussi. Je sais pas jusqu'à quand ça s'arrête en fait. Je sais pas, c'est une série qui est toujours en cours aux US, donc il y en a encore pour un petit moment. Ah ouais, c'est pour mes sous quoi. Ouais. C'est ça. Et on me dit dans l'oreillette que notre 4e rédacteur du blog est dans les starting blocks, prêt à intervenir. Donc on va accueillir Bruno, donc je l'ajoute de ce pas à notre discussion du soir, en espérant qu'il réponde bien sûr, sinon cette intro est gâchée. Tu pourras la couper au montage.
Non, c'est bon, il est là. Bruno, es-tu là? Oui, je suis là. Voilà, donc on accueille Salut Bruno. Bruno. Coucou. Salut. Ça va les filles? Alors, il n'y a pas que les Bonjour. filles. Ah non, Ouais, j'avais deviné. Voilà, donc moi, tu me connais, mais il y a aussi donc Anthony qui est psychologue et qui va intervenir surtout sur la deuxième partie pour notre joli sujet du soir qui est la psychologie de Batman et de quelques-uns de ses personnages de son univers. eh bien, Bonsoir salut Bruno. Anthony. Bonsoir. Voilà, donc bon, maintenant je pense qu'on peut enchaîner. Donc on est en train de parler de nos lectures du mois. On va enchaîner avec les deux derniers rapidement. Aliénor, si tu peux me parler rapidement de Nightwing Rebirth, tome 5. C'est le dernier tome de la série et il est super. Comme Et voilà. Et voilà. C'est Voilà. tout. Ouais, on m'a dit de faire court, donc je fais court. Non, je rigole. En fait, on voit la réapparition de Raptor, que j'avais beaucoup aimé au premier tome, qui m'avait super enthousiasmé. Alors, j'ai moins aimé. Vraiment, de toute cette série, c'est le premier tome que j'ai le plus apprécié. Mais celui-là est aussi tout aussi bien. En plus, on voit bien qu'il termine le cycle qui a commencé au premier, c'est-à-dire donc on se termine avec Raptor, donc qui a apparu au premier. Je me répète un peu là. Mais tu radotes, mamie, tu radotes. Ouais, je radote. Mais on termine aussi avec Blockbuster qui est un peu le méchant qui est apparu par la suite de la série. Donc c'est pas mal, il y a de l'action, Ça des vient choses bien résumer un intéressantes. petit peu tout le run, c'est ça? Voilà. La colorisation reste toujours aussi nulle, mais c'est pas grave parce que le dessin est pas mal et puis comme le scénario est bien, donc voilà. Je suis contente d'avoir assisté à cette série. Alors c'est pas le Rebirth de Nightwing, c'est pas la série de Nightwing que j'ai préférée, mais c'est bien. Tu préfères celle des New 52 par exemple? Ouais, par exemple, et puis Grayson aussi. Ok. Ouais. Et Alex, c'est aussi ton avis sur cette série? Alors, je vais commencer par le négatif pour bien finir en positif parce que c'est mieux. La colorisation, c'est horrible. Oui, c'est indigeste. Voilà, on est d'accord. Hein. C'est pas possible. Il y a eu un énorme souci là. Il a dû confondre sa palette de couleurs. C'est pas beau. Enfin, Le marron et le vert, ça ne va pas ensemble. Ah ouais, c'est vraiment pas beau. Non, c'est cool. Moi, par contre, j'ai pas d'opposition parce que j'ai pas lu les New 52 et les Grayson. On m'apporte de l'eau, c'est trop mignon. Pardon. Oh, Coucou Alfred. C'est Alfred, c'est ça. J'ai pas lu du coup les autres séries. Moi, j'aime beaucoup parce que j'en apprends de lui en tant que Nightwing et pas en tant que Robin, pas en tant qu'acolyte de Batman. Et c'est super sympa dans toute cette série. Je vais plutôt commenter la série plutôt que ce tome-là. C'est que on sort du Batverse, on sort de Gotham. Du coup, on est dans Blue Haven et c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup parce que ça me permet moi, en tant qu'actrice, de sortir de Gotham. En lisant beaucoup de Batman, bah du coup c'est super sympa quoi. Ouais, ça fait découvrir aussi un autre univers, quoi. Ouais, voilà, un autre univers, un autre personnage super appréciable, un héros aussi, un chevalier solitaire, mais différent de Batman, et c'est faisable. Et lui, il est un peu plus bavard et sympa. Enfin, il est sympa, Batman. Il est pas bavard. On en reparlera juste après. On en reparlera. Et non, c'est une bonne série. C'est bon, peut-être pas la meilleure, comme tu dis, Aliénor. J'ai pas lu les autres malheureusement, mais c'est agréable et je la conseillerais à quelqu'un qui voudrait sortir un petit peu de Gotham. De Gotham. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Si je peux rebondir juste brièvement dessus, justement, sur ce que tu dis, pour ceux qui auraient moins aimé les New 52, par exemple, c'est vrai que la qualité en fait de cette série par rapport aux New 52, c'est que les New 52, moi j'avais trouvé qu'en fait que Nightwing n'avait pas assez d'indépendance, c'est-à-dire ça revenait toujours à Batman. Tandis que là, il est vraiment indépendant et ça fait plaisir en fait. Donc voilà, c'est juste ça. Oui, c'est une précision importante, en effet. C'est vrai que ça apporte du coup notre regard sur le personnage. Ouais. Ok. Et donc du coup, on va finir avec le récit complet. Batman numéro 11 qui s'est attardé ce mois-ci sur les Teen Titans. Et je vais laisser la parole à Aliénor, puisque Alex, tu as rédigé la review déjà dessus. Donc j'ai envie de dire, si vous voulez l'avis d'Alex, allez voir la review sur le site.
Et puis, on va se contenter de la vie d'Aliénor ce soir, et puis on va enchaîner ensuite sur la suite de notre programme du soir. C'est génial. Ce récit complet-là, il est super parce qu'il permet de découvrir des personnages qui sont rarement développés dans les éditions françaises de l'univers de DC. À savoir donc Beast Boy et Starfire, donc qui sont des personnages super attachants. Alors là-dessus, j'ai lu ta review, Alex, et je suis totalement de ton avis. C'est-à-dire Starfire, c'est un personnage très 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 attachant, très intéressant, et on est ravis de découvrir son histoire, de découvrir sa personnalité. Et Beast Boy aussi, moi Beast Boy j'adore, ne serait-ce que parce qu'il peut se changer en animal, mais ça, qui n'a pas rêvé de faire ça, quoi. Donc ça permet de mettre en avant ce personnage-là qui passe souvent pour un imbécile, et là qui reste très rigolo mais aussi très profond, donc c'est super intéressant. Et de découvrir aussi, j'ai adoré les histoires anciennes, parce qu'il y a des histoires moi aussi, hein. Il y a des histoires qui datent des années 80, 2 histoires, par le fondateur un peu je crois que c'est le fondateur de Starfire, ou je sais plus, bref, quelqu'un qui a développé. Ouais, ou de Beast Boy, ouais. Et c'est super bien. J'ai regretté juste une chose de ces 2 histoires anciennes, enfin surtout celle de Beast Boy, c'est qu'en fait ils ont remplacé les références de la langue originale par des références modernes, en fait. Par exemple, ils font référence à Harry Potter, sauf que ça se passe dans les années 80, quoi. Et en fait, ils ont voulu rendre... au niveau des trades, j'ai vu ça. Ils ont voulu rendre moderne le récit par des références modernes, mais sauf qu'en fait, c'est un décalage complet, parce que nous, dans le cerveau, quand on voit des dessins anciens comme ça, on voit la date, enfin, on intègre... Ça date des années 80 quand même, le récit. Voilà, pour nous, ça se passe dans les années 80, et le récit, et ça pose aucun problème, d'ailleurs. Mais par contre, le problème vient des références qui... Ah ouais, non, mais ça gâche tout, en fait. Mais moi, j'ai trouvé ça sympa, quand même. Bah, moi, je t'avoue que je suis passé entre les deux, là. Je suis passée outre, ça m'a pas chaud. Enfin, c'est vrai que sur le moment, j'ai dit tu vois, genre bizarre. Et puis en fait, j'étais tellement dedans que. Et moi, j'adore lire des trucs old school comme ça parce que j'estime être arrivée. Désolée, j'avais pas le droit de parler. Je peux parler 5 minutes? Non. Ah merde. Attends, je vais finir. Non, mais j'estime être arrivée entre guillemets un peu tard dans les comics. J'ai pas lu, par exemple, il me manque certaines choses des années 70 et 80, et donc trop cool. T'es pas née, Alex. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais j'aurais pu le lire. J'aurais pu le lire récemment. Non, mais je suis contente de lire des trucs comme ça. Ça me permet de grossir ma culture comics, quoi. Ouais, carrément. Après, moi, pour rebondir sur le fait de la traduction avec les nouvelles références par rapport au récit, je trouve que ça peut être intéressant, par exemple, aux jeunes lecteurs qui vont découvrir le récit, qui n'ont pas du tout les mêmes références, qui vont être cités dans le récit original des années 80, et des trucs qu'ils vont pas du tout connaître. Et là, du coup, ils vont connaître, ils vont pouvoir faire le lien avec les références, tu vois. Ouais, c'est peut-être parce que moi je connais bien cette culture des années 80, même si j'étais pas trop née non plus. Mais je sais pas, moi ça m'a gênée parce qu'en fait mon cerveau a eu comme un décalage, en fait. Ouais, non, mais je comprends tout à fait ton décalage. Mais c'est vrai que je pense qu'ils ont fait ça pour ça, quoi, par rapport au fait. Voilà. Et du coup, voilà, de toute façon, ces récits complets, j'ai envie de dire depuis le début, c'est toujours aussi plaisant à lire. C'est pas très cher, même si les prix ont augmenté. C'est passé de 5,90 à 6,40. Mais pourquoi? Parce que l'industrie des comics n'est pas si lucrative que ça. Ouais, mais franchement, même si c'est pas énorme, bah ça m'a un peu merde. Ouais, ça m'a surpris aussi sur le coup. Je me disais, ah oui, c'est vrai que ça allait arriver. Je me rappelais plus vraiment. Ouais, j'avais oublié moi aussi. Enfin, je savais pas la date. Puis j'avais pas fait gaffe. Sur le moment, sur le papier, sur internet, tu te dis 1 euro et quelques, c'est pas grave. Finalement, quand tu passes en caisse, oh bah c'était bien 5,90. Ouais, c'est ça. On peut négocier. Bon, après ça va. Je trouve que ça reste encore raisonnable. Bah franchement, moins de 8 euros. Qu'ils augmentent pas. On fait gaffe parce qu'ils vont voilà, dis pas trop fort, ils vont augmenter. Ah d'accord.
Donc, le mois prochain, c'est 8 €. Voilà, vous direz merci Alexandra. Mais pardon, voilà, j'avais pas d'argument donc. Voilà. Alors, on va conclure cette partie et enchaîner rapidement. Est-ce que vous avez vu un peu le programme du mois de mars? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, je vais laisser la parole peut-être à Anthony. Je sais pas si tu as vu les sorties Batman ou DC du mois de mars. Est-ce qu'il y a un truc qui te tente? Parce que du coup, on t'a pas forcément entendu dans cette première partie. Je sais que tu te réserves pour la deuxième partie. Voilà, c'est ça, je garde mon énergie pour la suite. Alors du coup, moi, j'ai pas forcément regardé le programme du mois de mars là, pour l'instant. Comme on est au tout début du mois, j'ai pas. Moi, je vais dans les Attention. rayons, je regarde un peu ce qui passe. Donc j'ai pas vu, non. Attention, ça arrive plus vite que ce qu'on ne croit. Hein. Oui. Non, c'est vrai que moi, ce que j'attends forcément, c'est la suite du run de Tom King, le tome 7 de Batman, où ça va être le dernier tome avant le mariage, puisque le prochain, le tome 8, sera consacré au mariage. Donc moi, voilà, c'est celui que j'attends le plus, je pense, moi aussi, parce que c'est cool. J'aime bien cette série, j'aime bien ce que fait Tom King, même s'il y a rien de révolutionnaire par moment, mais je trouve que tout ce qu'il apporte à justement la psychologie du personnage et son aspect relationnel, je trouve ça vachement cool. Et Aliénor, est-ce que toi, tu as repéré des trucs? Non. Ok. Merci pour cet enthousiasme non contrôlé. Même en dehors de Batman, je sais pas. Au moins, je vais faire des économies pour. Je suis d'accord, Anaïs, c'est un mois un peu. Ouais. Il y a beaucoup de Justice League. Il y a beaucoup de Justice League. Il y a du Shazam pour aller avec la sortie du film. Justice League, c'est pas ouf. Ouais, c'est vrai. Même s'il y a l'intégrale, ils ressortent l'intégrale de la série New 52 qui est meilleure que celle de Rebirth. Ouais, que j'ai déjà lu, donc. Il y a l'arrivée de Scott Snyder sur la série, donc à voir ce que ça va donner. J'ai pas lu, mais voilà. Ok. Bon, je vous propose qu'on enchaîne sur notre grosse partie du soir. On a envie de parler psychologie, on a envie de diagnostiquer notre Batou. Alors, du coup, je vais rebondir un petit peu sur l'article On rebondit beaucoup ce soir. Hein. Bien rebondir. On va repartir de l'article consacré à Batman, le psychologique consacré à Batman, écrit par Anthony sur Bruce Lee. Déjà, comment ça t'est venu l'idée de vouloir faire un petit article sur Batman, Anthony? Oui, alors l'idée, la petite jeunesse de l'idée, c'est assez simple. Hein. Bon, déjà, on voit souvent passer des infos comme quoi, voilà, il y a les 80 ans de Batman, il y a eu l'expo à Angoulême qui était assez belle. Assez belle. Parce que j'en ai vu. Alors non, je l'ai vu à travers les yeux de quelqu'un qui l'a chroniqué sur le blog aussi, mais je l'ai pas vu même. Mais c'était visiblement une belle expo. Puis voilà, donc si tu l'as vu, en effet, je pense que c'était un moment plutôt sympa. Donc voilà, tout un tas d'infos comme ça qui convergeaient vers les 80 ans de Batman. Et c'est vrai que moi, pour l'instant, sur les personnages sur lesquels je m'étais penché, c'était plutôt des personnages Marvel. Et là, je me suis dit, c'est quand même l'occasion, l'occasion était trop belle de se pencher un peu sur Batman, qui est quand même un gros morceau. D'autant plus que voilà, j'avais déjà lu des choses un petit peu sur la psychologie de Batman, mais qui ne me satisfaisaient pas complètement. Voilà, donc je me suis dit après tout, autant m'y coller et voilà, aller un petit peu me frotter au Chevalier Noir de plus près pour voir ce que ça peut donner. Voilà, en s'y attardant un peu plus. Voilà. D'accord. Et je confirme, et tu le confirmeras aussi, que tu es un vrai psychologue dans la vie, hein, parce que du coup, c'est vrai que c'est important pour crédibiliser aussi cette analyse, parce que du coup, c'est important. Je trouve que ça apporte du crédit à cet article-là. Oui, voilà, sous le masque Omax Spider, je suis un vrai psychologue. Voilà, c'est ça. Voilà. On salue tes patients d'ailleurs. Voilà. De l'asile d'Arkham. Et du coup, ok, donc ça c'était pour cet article. C'est vrai qu'avec les 80 ans de Batman, on va popper plein de choses autour de Batman sur divers sites, divers événements. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc on a eu droit à cet article-là. Moi, ce qui m'a intéressé dans ton article, c'est que tu essaies de prendre un petit peu à revers un petit peu les différents points qui sont souvent comment dire, je sais pas comment dire, mais rattaché au personnage, quoi. Oui.
Bah oui, l'idée c'était un peu ça aussi, en effet, comme tu le dis, de prendre un petit peu à rebours, parce que souvent, quand on entend des articles sur Batman ou des vidéos, voilà, on peut facilement le qualifier de psychotique, voilà, Batman qui est aussi fou que les patients d'Arkham, etc. Et en même temps, c'était intéressant d'essayer de démonter ou de déconstruire un petit peu tout ça pour voir, voilà, si ces qualificatifs-là, on pouvait les associer à Batman, c'est-à-dire est-ce qu'il est, voilà, psychotique, est-ce qu'il est aussi fou finalement que ceux qu'il essaye de capturer ou d'arrêter dans Gotham, et de voir finalement de mener une sorte d'enquête à la Batman, c'est-à-dire une enquête de détective psy, pour voir au fur et à mesure des indices qu'on suit sur son chemin, est-ce que finalement on trouvait de la folie ou pas. Voilà. D'accord. Et alors, rapidement, il est fou ou pas, notre Batman? Bah voilà, si on a lu l'article, on a la solution à la fin, mais là, faut pas spoiler non plus, si. Je pense qu'on va tourner autour. Oui, voilà, bien On sûr. va forcément y tourner autour. C'est vrai que tu parles de psychotique schizophrène, de paranoïaque, de maniaque obsessionnel pervers aussi. déguisé, d'obsessionnel du contrôle, exactement. Mais aussi des syndromes qu'on entend souvent, le fameux PTSD, le post-traumatic stress disorder, donc comment on peut traduire ça en français? Je veux pas dire de bêtises, mais syndrome post-traumatique, non? Ouais, c'est ça. voilà, voilà, merci. Donc c'est vrai que c'est des mots qu'on entend souvent quand on parle de Batman. Alors là, tu essaies de rebondir dessus, encore une fois rebondir, pour un peu voilà, on peut dire, on peut réfuter certains a priori sur le personnage. Voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que, voilà, de la même façon, en effet, que les mots comme souvent, Batman, traumatisé de son enfance. Enfin, traumatisé, c'est une notion en psychologie qui est bien précise. Souvent, on peut dire Batman. Il est pas il est justement, il est pas traumatisé, Batman? Enfin, Bruce Wayne, du coup? Alors, il y a plusieurs façons d'être traumatisé. C'est-à-dire qu'il y a des traumatisés qui restent en effet avec des troubles psychologiques assez importants, c'est-à-dire qui ne dépassent pas le traumatisme. Et puis, il y a les traumatisés, c'est-à-dire on peut tous avoir nos petits traumatismes du quotidien ou des traumatismes des fois plus importants, mais qu'on arrive à dépasser. Et donc, qui font que dans la personnalité, on n'est pas réduit à ce symptôme-là ou à ce trouble-là d'être juste traumatisé par quelque chose. Et donc là, dans l'article, l'idée, c'était de montrer que, voilà, est-ce que Batman est traumatisé définitivement, c'est-à-dire est-ce qu'il n'a pas réussi vraiment à dépasser ce traumatisme-là de la mort de ses parents, ou est-ce que dans ce qu'on lit de ses aventures, on pourrait déduire plutôt que, certes, il y a eu un traumatisme, mais que, au fond, finalement, il a réussi à dépasser ce traumatisme et qu'il a pu déployer ses ailes de chauve-souris au-delà de ce traumatisme de départ. Voilà. Donc ça, c'était voilà un peu la question à chaque fois, hein, sur chaque symptôme, sur chaque trouble, un petit peu de voir est-ce qu'on en est là ou est-ce qu'on est à côté, est-ce qu'on est plus loin. Donc encore une fois, un peu comme une enquête. Hein. Donc c'était plutôt amusant à faire parce que là, je me suis mis moi un peu dans la peau du détective et l'idée c'était de mener l'enquête à chaque fois sur ces aspects-là. Et Bruno, du coup, comme on t'a récupéré en cours de route, t'en penses quoi, toi, au niveau de Batman et de sa psychologie? Est-ce qu'il est aussi fou que ses adversaires, d'après toi? D'après moi, je pense que la folie, entre guillemets, de Batman, elle est basée à l'origine presque sur un malentendu artistique et qui a été fort justement exploité, c'est l'œuvre de Morrison. Et l'œuvre de Morrison, où justement, il se sert de la folie comme d'un concept pour étudier Batman dans les Fous d'Arkham, enfin dans Arkham Asylum. Et je pense que c'est cette œuvre-là qui a vraiment ancré le personnage de Batman dans un univers de folie. Du coup, il trimballe cette image-là. De toute façon, elle lui reste attachée. C'est très dur de s'en défaire. Et les qualités de l'article d'Anthony, c'est que du coup, il se base sur du factuel sur les différents runs et du factuel sur qu'est-ce que sont ces syndromes, qu'est-ce que sont ces notions de schizophrénie, de perversion, de phobie, etc.
Donc, on va pas spoiler non plus, hein, c'est très bien fait, Oui. mais je pense qu'effectivement, il y a deux dimensions. Il y a est-ce que Batman est réellement fou? Est-ce qu'il a des aspects dans sa personnalité qui relèvent de la folie ou de désordre psychologique important? Ou est-ce que c'est finalement une légende qu'a patiemment et intensément construit Morrison dans les années 80? Ou finalement, peut-être, est-ce que c'est pas nous qui avons envie de le voir comme un fou qui a réussi à passer outre sa folie pour arriver à vivre ses aventures? Très intéressant. Très intéressant. C'est intéressant parce qu'en effet, ce qu'on voit pour Batman, souvent, c'est que, comme tu le dis, Bruno, c'est que souvent, selon l'auteur, selon le chroniqueur, même qui va parler de ce personnage, on voit que souvent, l'auteur ou le chroniqueur va projeter en effet des choses sur ce Batman. C'est-à-dire que c'est comme une sorte d'écran noir sur lequel chaque auteur va pouvoir projeter soit la folie qu'il veut y voir, soit la névrose qu'il veut y voir, soit le trouble qu'il veut y voir. Et c'est ça qui rend le personnage complètement fascinant. C'est que c'est une sorte d'écran noir sur lequel, voilà, les auteurs peuvent projeter différents troubles, différents symptômes, différentes névroses, et le faire évoluer de façon différente selon les époques, selon l'angle qu'ils souhaitent aborder. Et c'est voilà, et ça c'est un des côtés fascinants de Batman, c'est qu'en effet on peut du coup, selon sur quel côté on le tire, on peut très bien l'attirer, un peu comme tu le dis, du côté de la folie un petit peu parce qu'il n'en est pas complètement dénué, ou du côté voilà d'un autre côté selon comment on veut le faire évoluer. Et ça c'est voilà, ce que tu dis, c'est un effet assez fascinant de ce personnage-là. Oui. Par contre, c'est vrai que. On est en même temps. Non, mais je voulais juste rebondir sur la folie. Je trouve ça super intéressant. Déjà, ton article est super. Et Bruno, c'était très pertinent ce que tu as dit. Du coup, ça m'a fait penser que, enfin, moi, ce que je pense, c'est qu'il est pas du tout fou. Pourquoi? Parce que c'est super rationnel tout ce qu'il fait. Enfin, il est tout à fait conscient qu'il met un costume. Il s'est établi des codes. Par exemple, le fait de ne pas tuer. Il s'est établi des règles à suivre. Il s'est établi une Batcave, donc pour se cacher, donc il veut pas être vu de tout le monde, donc il a réfléchi à la méthode comment il va être Batman. Ça n'a pas été fait de manière irrationnelle ou désorganisée. Bon, je dis pas que la folie est liée à l'organisation ou pas, hein, mais moi pas du tout. Mais par contre, je pense que ce côté folie a été collé à Batman parce que c'était plus simple pour tout le monde, en gros la société, les médias, de mettre ça, parce que déjà c'est un mot qu'on utilise à tout va. Par exemple, les expressions mais t'es fou toi parce que t'as mis du lait dans ton café alors que t'aimes bien ça. Oui, alors là, que c'est tout à fait un peu parano. Voilà, c'est collé à tout le monde, et surtout folie parce qu'il met un costume et qu'il se déguise. Enfin, pour moi, c'est carrément ça, et parce que c'est un mec qui se trimballe la nuit et alors que tout le monde sain d'esprit se balade la nuit dans un costume de chauve-souris, c'est traditionnel chez nous. Bah oui. Chacun a ses choix de vie. Voilà. Chez nous, c'est même une marque de qualité d'ailleurs. Ouais, mais que chez Batman Legend. Mais voilà, du coup, le costume, ça vient bien en effet montrer que voilà, s'il y avait de la folie, Batman, au moment où il se met en costume, il se prendrait pour une chauve-souris. Voilà, alors que c'est bien un homme chauve-souris. C'est-à-dire que voilà, comme ça vient d'être dit, le fait que il enfile un costume sans se prendre pour le costume qu'il porte, hein, puisqu'il se prend pas pour la chauve-souris en tant que telle. Voilà, et c'est bien ça qui fait la différence. Hein, il fait pas des cris de chauve-souris, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, parce qu'un coup, il enfile une panoplie de chauves-souris et puis il saute d'un immeuble sans grappin, hein, parce qu'il est la chauve-souris. Voilà. Donc, tout à fait. Exactement. Et il fait pas, voilà, il n'imagine pas qu'il a un vrai sonar, etc. Donc, et donc en effet, c'est ça qui le distingue notamment de la folie, c'est que il enfile un costume, il n'est pas la chauve-souris. Voilà. Tout à fait. C'est vrai que là tu remets aussi un truc, quelque chose à sa place, c'est la schizophrénie aussi. Parce que moi ça m'agace un peu les gens quand ils disent ah t'es schizophrène, ou bien Bruce Wayne est schizophrène, enfin Batman est schizophrène, parce qu'en fait c'est pareil, c'est un mot qui est galvaudé, alors que la schizophrénie c'est pas du tout ça, c'est très grave d'ailleurs.
Moi, je connais un schizophrène qui s'est tué, justement parce qu'il s'est pris pour un oiseau, d'ailleurs. Mais il a sauté d'un pont. Enfin, bon, après, je sais pas s'il s'est pris pour un oiseau exactement, mais bref. Et il était vraiment dans un autre délire, quoi. Et la schizophrénie, enfin, moi, je suis pas psychologue, mais j'analyse d'après ce que je connais. En Bretagne, on en a beaucoup de schizophrènes à cause de la drogue. Et c'est des gens, il me semble, qui n'ont pas conscience. Enfin, je sais pas si. On peut peut-être demander à Anthony ce qu'il Ouais, en voilà. pense. De mieux expliquer cette schizophrénie qui n'est pas du tout ce qu'est Batman, en fait, qui lui a conscience d'avoir deux psychologies différentes, qui contrôle ces deux psychologies, tandis qu'un schizophrène ne se contrôle pas du tout, quoi. C'est une maladie surtout, la schizophrénie. Donc du coup, ça revient à dire que si Batman l'est, Batman est très très malade. C'est une maladie. Ah bah c'est une maladie, la schizophrénie. Donc ça revient à dire que Batman est très malade, mais malade dans le sens très très grave, quoi. Donc, et puis c'est vrai que souvent dans les personnages, de super-héros, on associe la schizophrénie au fait d'avoir deux personnalités. Alors c'est l'image un petit peu médiatique de la schizophrénie, c'est-à-dire maintenant on associe, quand on dit tu es schizo, c'est-à-dire il suffit que le lundi on soit de bonne humeur et le mardi de mauvaise humeur, on dit oui tu es schizo, voilà. Ouais, alors donc, c'est pas ça du tout. Voilà, et même avoir deux personnalités, c'est pas être schizo, hein, c'est-à-dire que heureusement qu'on peut avoir c'est bipolaire, non, aussi? Ah non, c'est voilà, pas ça. alors ça pourrait être de la bipolarité, mais bipolarité, c'est vraiment être à un moment donné très euphorique, puis à un moment donné très dépressif. Alors du coup, ça serait deux personnalités, mais bien diamétralement opposées. Moi, j'ai une question. Est-ce que Harvey Dent est bipolaire? Ah oui, tiens. Oh là là. Alors voilà. Non, il n'est pas bipolaire, c'est deux personnes différentes. Enfin. Je pense pour le coup, il pourrait être schizophrène. Voilà, lui serait plus schizophrène que bipolaire. Ah bah oui, parce que bipolaire, c'est une personne qui a deux gros états d'humeur. Ouais, je pense que ça va plus loin, oui, que la bipolarité. Je pense, et moi, je dirais que c'est encore différent. Je pense que Anthony, ce que t'en penses, mais je pense encore différent. Je pense que c'est carrément trouble dissociatif de la personnalité. Je crois que ça s'appelle quelque chose comme ça, non? Au niveau de double face d'Harvey Dent. Et voilà, c'est ce qu'on appelle des fois un trouble dissociatif, en effet, d'identité, voilà, ce que les anglo-saxons appellent, TDI, hein, donc voilà, c'est ce trouble-là. Alors, ce qui est souvent ce que nous, on peut appeler schizophrénie, c'est-à-dire un trouble où, en effet, la personnalité est scindée en deux parties distinctes, qui, à la rigueur, ne communiquent pas entre elles. Hein, c'est ce qu'on peut voir, excuse-moi de te couper, par exemple, dans le film Split. Split, voilà, tout à fait. Voilà, où là, on a un cas magistral de trouble dissociatif de l'identité. Donc voilà, on pourrait partir en effet de l'idée que Harvey Dent est plutôt, en tout cas n'est pas schizophrène, puisqu'un schizophrène, il n'a pas deux personnalités. Hein. Il a une personnalité délirante, ce qui est pas la même chose. Hein. Il a son délire et puis il fait ce qu'il peut avec ses hallucinations et son délire. Donc ce qui serait pas du tout le cas de double face, hein, où là on est plutôt dans quelque chose de ce qu'on appelle d'un clivage, c'est-à-dire quelque chose qui vient séparer la personnalité en deux parties. Hein. Alors là, des fois, ce qui est un petit peu délicat, c'est que même dans des personnalités, on va dire, normales, hein, on a tous un petit clivage. Hein, c'est-à-dire que le clivage, on peut l'avoir, c'est-à-dire en disant je sais bien que c'est pas bien de fumer, mais je fume quand même. Hein. Donc là, finalement, est-ce que c'est pas un clivage de dire je sais bien quelque chose et pourtant je le fais, hein. Ou moi, des fois, le matin, je sais bien que je ne crois pas à l'horoscope, mais je lis l'horoscope ou j'écoute l'horoscope pour m'amuser. Donc, on pourrait se dire, on a tous un petit côté clivé, c'est-à-dire on sait bien quelque chose d'un côté, mais pourtant de l'autre côté on le fait. Donc est-ce que Harvey Dent, soit en effet il y aurait deux hypothèses, soit il est dans un trouble dissociatif de l'identité, ou est-ce que c'est une sorte de manifestation du clivage qu'on a tous un petit peu en nous, mais de façon vraiment exponentielle, de façon très très exagérée. Très extrême, oui, c'est sûr. Très extrême, voilà. Pour avoir souvent discuté avec un psychiatre de tous ces troubles clairement identifiés, il m'a expliqué qu'il y avait de façon indiscutable un effet de seuil. C'est-à-dire que ces éléments-là, on peut les retrouver chez beaucoup de gens, mais avec un ratio qui n'est pas du tout pathologique. Et qu'à partir du moment, quand tu franchis un certain seuil et où le trouble ou cet effet-là devient à la fois prépondérant, néfaste et maladif, là tu bascules vers la maladie mentale. C'est ça. Donc tant qu'on se retrouve pas à jeter une pièce pour décider de notre sort, à suivre
Dans les 30 prochaines secondes, tout va bien. Voilà. Et des fois, on peut tous l'avoir, ce petit travers. C'est-à-dire, des fois, j'entends des gens qui disent, je sais que si je croise une voiture bleue, je vais faire ceci, ou si je marche 3 fois sur une petite taille noire, il marche pas. Ouais, voilà. Donc, voilà, on le fait, mais de façon plus mesurée qu'Hervenent, en fait. C'est ça, en fait. Lui, il le fait la mesure n'est pas, comment dire, déterminée par la folie ou par autre chose. Enfin, du coup, c'est juste une question de mesure, en fait, finalement. Voilà, c'est ça. Et de la personnalité, un peu du noyau de personnalité qui vient se greffer dessus. Parce que si on est un petit peu normalement constitué, mais qu'on fait ça de temps en temps au quotidien, sur des petits choix mineurs, ça va. Mais si par contre, on a une personnalité un petit peu psychopathique et puis qu'on va appliquer ça pour dire si je renverse du café, je tue la première personne que je croise dans la rue, bon là forcément ça n'aura pas le même impact. Donc, voilà. Légalement déjà, c'est il y aura des instances différentes. Voilà, on aura peut-être une voiture bleue, mais pas la même. Ah oui, pardon. Vas-y, si tu as... Non, mais je pense que tu vas le faire. Enfin, j'espère. On pourrait parler du Joker. Oui, on y viendra après. Moi, j'avais juste un petit point avant que je voulais qu'on finisse sur Batman avant, et ensuite on parlera J'avais une du question Joker. aussi après. Est-ce que justement pourquoi on voudrait justement caser entre guillemets Batman dans une maladie mentale ou dans une case, tu vois, c'est un petit peu ce schéma-là qui se reproduit là. C'est-à-dire qu'on essaie de dire, est-ce qu'il va dans telle case ou est-ce qu'il va dans telle case. Au final, est-ce que c'est pas un petit peu aussi, voilà, comme on disait un petit peu tout à l'heure, la recherche aussi de se dire, où est-ce qu'on peut mettre Batman dans les maladies mentales, quoi. C'est vrai que c'est un personnage qui échappe un petit peu, comme on le disait tout à l'heure, il est déguisé en chauve-souris, bon, c'est pas tout le monde non plus. Donc c'est vrai que souvent, ce qui échappe un petit peu, on se dit, bon, à la rigueur, si on peut lui coller l'étiquette de folie, ça rassurerait tout le monde, dans le sens où si on colle l'étiquette de folie, ça a cette vertu un petit peu quand on colle cette étiquette, c'est que on se dit, c'est pas moi, c'est l'autre qui est comme ça, voilà. Et donc du coup, ça évite un petit peu de trop s'identifier en disant, voilà, doucement. Moi, je suis bien à ma place, et puis l'autre, par contre, il est fou, donc on n'a rien à voir. Alors que là, ce qui est intéressant de voir, c'est que, et ce qui est un autre versant plutôt fascinant du personnage, c'est que chez Batman, on peut retrouver justement des fonctionnements qui parlent à chacun. Et je pense que c'est ça qui fait l'intérêt de Batman, c'est que. Ouais, c'est un peu la force du personnage, carrément. Et bien, chacun peut dire, moi, à défaut de dire je suis Batman, on peut dire tous je suis un petit bout de Batman. Voilà. Donc c'est plutôt ça. Alors selon le petit bout que tu es de Batman, c'est plus ou moins cool. Ouais. Voilà. D'accord. On a tous la même allusion, ok. On a vu il n'y a pas longtemps, donc voilà. Donc voilà. Voilà. En plus, si tu te fais censurer, en plus, t'as plus aucun intérêt, quoi. Donc. J'avais juste une question au sujet de. Pardon, Nico, c'est avant que tu vires sur le Joker. J'avais juste une question. Moi, il y a un petit bout de ton article qui m'a surprise. C'est pour le côté obsessionnel du contrôle. Parce que moi, c'est ce que je reconnais le plus en Batman, c'est-à-dire, enfin, pour moi, c'est un obsessionnel du contrôle et en fait, tu démontres que effectivement ça pourrait l'être, mais ça n'en est pas un parce qu'il n'a pas le dessus sur ses ennemis. Mais en fait, j'ai pas compris. C'est-à-dire, par exemple, on peut être un maniaque du contrôle, mais ne pas réussir à le contrôler, tu vois. Oui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, si les ennemis sont plus forts, en fait, c'est pas finalement, c'est pas de la faute du maniaque de contrôle. Enfin, je veux dire, il peut malgré tout être maniaque du contrôle, mais ses ennemis sont plus forts, tu vois. Oui, je comprends bien. Alors c'est vrai que pour le côté obsessionnel et Batman, moi aussi, quand j'ai un petit peu mené, on va dire mon enquête psy, je me suis dit obsessionnel, c'est pas passé loin quelque part. En effet, je pense que comme tu le dis, on avait quasiment tout de l'obsessionnel chez Batman. Là où on le retrouve pas, alors c'est en effet dans le fait où quand un obsessionnel échoue, il se comporte pas comme Batman le fait. C'est-à-dire que Batman, on voit bien qu'il est obligé d'improviser. Ouais. Et c'est ça qui fait sa force. Voilà. Ah oui, ok. Ce qu'un obsessionnel ne peut pas faire. L'improvisation et l'obsessionnel, ça fait deux. D'accord. Batman reste un personnage profondément rationnel. Ouais. Comment ? Mais oui, mais c'est ça. Oui. Il est complètement rationnel, Batman. Ah bah oui. C'est clair. Dans tous ses actes et dans tout ce qu'il fait. Oui,
Mais en même temps, il y a les deux. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a la rationalité de Batman qui est comme son point fort, et en même temps, il a une capacité de surprendre l'autre, même par sa rationalité, et de prendre au dépourvu. C'est-à-dire, il fonctionne pas toujours sur la même rationalité, on pourrait dire, parce que sinon, on le verrait venir à des kilomètres à force. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on a l'impression, dans beaucoup de récits, en fait, on a l'impression que même l'improvisation, comme tu dis, ça n'en est pas. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un truc qui déjoue ses plans, il dit, en fait, j'avais prévu. Enfin, tu vois. Donc, en fait, limite, il avait tout prévu. Il a prévu le plan A, le B, C, D et le plan Z aussi, quoi. Donc, voilà. en fait, est-ce qu'il l'a prévu ou est-ce qu'il a rebondi? Nico, ça Mais surtout ça me fait penser quand vous avez dit il prévoit tout, quand il prévoit de détruire la Justice League dans un récit, mais c'est fou ça, c'est il va super loin parce il est tellement rationnel qu'il va aller prévoir au cas où c'est un truc qui marche pas, je me rappelle plus du récit, de tuer ses amis. Enfin, il a prévu un plan pour chacun. C'est dans la tour de Babel. C'est ça, exactement, la tour de Babel. Ça a été adapté c'est super. C'est génial. Voilà. Et là, on voit tout le côté obsessionnel qu'il peut y avoir chez Batman, en effet, avec des protocoles qui lui permettent, en effet, de détruire un à un chacun de ses alliés au cas où. Voilà. Mais là, en effet, on est bien sur le versant plutôt obsessionnel de Batman. Mais là où je dis qu'il n'est pas que obsessionnel, parce que sinon, ça l'enfermerait, en effet, tout le temps dans ce registre-là, alors qu'on voit bien qu'il y a des moments où il échoue, où il plonge dans des affres assez abominables, où finalement il se fait dépasser par la situation, et où malgré tout il rebondit, alors qu'un obsessionnel dépassé par la situation ne rebondirait pas de cette façon-là. Enfin, il serait plutôt anéanti. Voilà. Et l'avantage de l'aspect plutôt phobique, en effet, c'est que, comme je le dis dans l'article, c'est-à-dire que la phobie, c'est une sorte de plaque tournante. C'est comme si on avait plusieurs options, plusieurs modes possibles pour réagir à des situations. Donc, et là, on trouve davantage Batman, c'est-à-dire qu'il a plusieurs batarangs à son arc. Donc, du coup, il arrive comme ça à pouvoir passer d'un côté obsessionnel à un côté un peu moins rigide selon les situations. Il s'adapte du fait de sa phobie. Et moi, j'ai une théorie que j'aimerais partager avec toi, Anthony, sur Bruce Wayne et sur Batman notamment. Mais du coup, on va se rapprocher un peu plus du personnage de Bruce Wayne, de l'homme qui est sous la cape, sous le masque. C'est que ce que Batman représente en fait pour Bruce Wayne, parce que c'est vrai que Bruce Wayne, on connaît son histoire, il a le meurtre de ses parents, il est traumatisé, etc. Et en fait, dès son enfance, dès la mort de ses parents, alors qu'il a que 12 ans, on le met déjà dans une place obligée. Tu vois, on le met dans un moule qui va devoir reprendre l'empire de ses parents avec Wayne Enterprises, etc. Toute sa vie, tout son futur est déjà construit à partir du moment où ses parents sont morts. Et je pense que en fait Batman n'est que le seul moyen qu'a Bruce Wayne d'être vraiment lui-même en fait. Quand il enfile le masque de Batman, il devient vraiment lui-même, ce qu'il aurait aimé être et ce qu'il peut être en dehors du moule qu'a construit sa vie en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors c'est vrai que c'est une façon de voir intéressante parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le clivage, c'est-à-dire que Bruce Wayne, ça pourrait très bien, comme tu dis, être une part, on va dire, émergée de la personnalité, c'est-à-dire ce qu'on appelle le moi, en psychanalyse, la conscience, le moi, enfin la face visible un petit peu de la personnalité, et puis en effet qui récupère justement généralement tout ce que chacun va hériter de ses propres parents, des projections de ses parents, de ce que les parents vont idéaliser sur les enfants, etc. Donc ça, le moi, il absorbe tout ça pour s'identifier un petit peu à ce que les parents ou les proches attendent de chacun. Et puis en dessous, forcément, il y a les désirs, les pulsions un petit peu inconscientes, plus ou moins inconscientes en tout cas, qui sont là, et que chacun va essayer de manifester quelque part alors plus ou moins en douce ou furtivement, pour essayer quand même de survivre un petit peu sur le plan psychique. Et en effet, ce que tu dis, c'est plutôt intéressant parce que ça mettrait un petit peu cette identité de Batman dans cette configuration-là. C'est-à-dire Batman, ça serait un petit peu la façon qu'a Bruce Wayne de survivre à cet héritage ou à cette transmission de ses parents,
pour ne pas complètement sombrer non plus. Voilà. D'accord. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que dit Nico. Je voudrais juste l'illustrer avec un de mes passages préférés du film de Burton. C'est la scène du bal masqué. Oh oui, pardon. Ouais. Oh là là. Pardon. On voit qu'il y a des références. Et moi, j'ai mis 2 secondes pour la comprendre. Allez, bal masqué. Mais c'est parce qu'on l'a tous eu, nous, dans la tête, quand t'as prononcé ces mots, en fait. Bruno, Vas-y, Bruno. Ah, là, vous m'avez cramé, mais avec une force. Bon. La scène du bal masqué où tout le monde est déguisé, sauf Bruce Wayne et Selina Kyle. Donc on pourrait se dire qu'ils ont rien compris, qu'ils arrivent à un bal masqué en étant les seuls pas déguisés, ce qui démontre qu'ils sont complètement à côté de la plaque, alors que la deuxième lecture, c'est que finalement, en fait, ils viennent effectivement déguisés. Et que leur personnalité, entre guillemets, civile, sont leur déguisement, et que, comme le dit Nico, leur personnalité, leur vraie personnalité, celle qu'ils assument en tout cas, pleinement, c'est leurs deux identités de justicier et de justicière voleuse, suivant les moments. Oui. Et là, ce qui est intéressant en effet dans cette façon de voir les choses, ce que tu relèves, Bruno, en effet, c'est que du coup, ça placerait Bruce Wayne, c'est un peu ce que j'ajoutais tout à l'heure au propos de Nico, un peu dans ces dimensions, c'est le moi, c'est-à-dire c'est la personnalité que tout le monde a de visible, c'est-à-dire quand on rencontre quelqu'un, on lui annonce pas tout de suite tous nos souhaits, toutes nos pulsions, tous nos désirs. On se présente avec notre identité civile, éventuellement notre métier, et puis voilà, on s'arrête là. Donc ça, c'est ce qu'on donne à l'autre de notre identité. Et donc c'est notre moi aussi. Et là où on retrouve la vie un petit peu nocturne de Batman, si on faisait une analogie avec notre propre existence, c'est-à-dire que notre vie nocturne, c'est bien nos rêves, c'est-à-dire nos désirs enfouis, nos désirs secrets, ce qui se passe à l'intérieur de nous de plus profond, etc., auxquels les gens n'ont pas accès, sauf forcément les gens très proches. Et donc Bruce Wayne un petit peu incarnerait ça, c'est-à-dire que lui, il le vit là aussi un peu ce qu'on disait pour d'autres personnages de façon carrément plus exagérée, c'est-à-dire que il a admis que Bruce Wayne c'est la façade, c'est-à-dire c'est un moi de façade qui peut présenter, mais comme un moi de façade qui est finalement qui est un masque, puisque le moi de façade c'est pas tout ce qui nous anime à l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur de nous qui est beaucoup plus caché. Et donc là, en effet, il y aurait une analogie intéressante à faire entre ce que chacun ressent forcément dans son existence et puis comment Bruce Wayne et Batman, eux, s'en sortent de leur côté sur ce plan-là. Et d'ailleurs, ce qui est très beau dans Batman meurtrier et fugitif, on revient à notre série préférée. On y revient, toujours. Pardon. C'est que justement, il y a toute cette question de qu'est-ce qui est plus important entre Batman, Bruce Wayne, parce que durant le tome 2, en fait, et même le tome 1 un peu, Batman renie totalement Bruce Wayne. Et là, on se dit, ça y est, il a passé le cap. On se dit, c'est bon. Enfin, je veux dire, on se dit, ça illustre ce qu'on pensait de Batman. C'est-à-dire que Bruce Wayne, c'est que dalle, c'est rien, c'est qu'une image de façade et tout. Et en fait, pas du tout. Parce que justement, il se rend compte, en fait, qu'en faisant ça, il détruit totalement sa vie. Et il détruit totalement sa vie, il détruit son entourage. Et c'est là qu'on voit que certes, on peut dire que finalement on est constitué des deux, on est constitué du moi extérieur et du moi intérieur. Donc lui, en fait, Batman, il a aussi besoin de Bruce Wayne parce que Bruce Wayne, c'est aussi une famille, c'est aussi, ça peut être aussi l'amour et les sentiments. Ça peut être quelque chose d'humain que Batman n'a pas. Alors que Batman, c'est certes le côté le plus profond et le plus passionnant de la personnalité de Bruce Wayne, mais il n'a pas à renier, il ne peut pas renier le côté Bruce Wayne, le côté extérieur, qui fait malgré tout partie de lui et de sa personnalité, quoi. Et c'est ça qui est beau de ce récit, en fait. De toute façon, c'est impossible parce que c'est une seule et même personne. Enfin, même s'il voudrait absolument se détacher de Bruce Wayne, ce qui est bien montré dans Batman meurtrier et fugitif, ça fait partie de lui et il est né en étant Bruce Wayne. Il est pas né en étant Batman. Il a peut-être connu il a peut-être connu une renaissance. On peut peut-être analyser ça comme ça, mais en tout cas. Il a vécu ses premières années en tant que Bruce Wayne et il en a de très bons souvenirs finalement.
Tout était merveilleux avec ses parents. Même ce film, vraiment le point de rupture, ça a été Crime Alley, et du coup Renaissance. Mais c'est deux personnes. Enfin, c'est non, c'est une personne. Du coup, je suis un peu fatiguée là. Voilà, ouais, plusieurs facettes. Du coup, c'est une personne, mais deux identités. Oui, mais de toute façon, moi je dis que la vérité sortant de la bouche d'Alfred, Alfred ne l'appelle jamais Batman, il l'appelle toujours Maître Bruce. Exactement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il l'appelle jamais Batman. Justement, le rôle d'Alfred, il est plutôt intéressant si on déconstruit un petit peu la personnalité de Batman. Alors oui, une petite précision. En fait, l'article qui est paru, c'est une trilogie. Donc là, vous avez lu le premier épisode. Mais en fait, je dis que voilà, que pour suivre un petit peu ce qui s'est passé au niveau des films de Batman, ça pouvait être intéressant de faire une trilogie d'articles. Et donc, dans le deuxième article, qui n'est pas encore sorti là, l'idée, en effet, ça rejoint tout à fait ce que vous dites. C'est-à-dire, c'est de partir du principe que Batman, c'est pas une entité comme ça monolithique, mais qu'il est constitué de plusieurs parties et que toutes ces parties sont interdépendantes et donc forment à elles toutes une identité, voilà, mais que voilà, ces facettes-là, ce sont des pièces du puzzle Batman qui permettent de le constituer. Et dans ce puzzle, il y a en effet la partie Batman, mais il y a aussi la partie Wayne, il y a la partie aussi Alfred, en effet, comme tu dis, Bruno, qui joue un rôle important. Et voilà, l'idée, c'était de montrer que toutes ces parties-là occupent une place importante dans ce qu'on pourrait appeler l'appareil psychique de Batman, en fait. Moi, justement, j'ai peut-être une autre pièce à apporter et on finira peut-être sur ça au niveau de Batman. Tu la vois arriver, je sais pas. C'est le rôle des Robins auprès de Batman, puisque c'est vrai que il fait un peu au rôle d'équilibre mental, en fait. C'est un peu comme si Robin permettait l'équilibre mental de Batman. Alors c'est vraiment marrant que tu dises ça, parce qu'en fait, dans mon article, alors il est rédigé, mais il n'est pas encore. C'est marrant parce que il y a les Robins, voilà, et donc il y a une place pour les Robins, et justement il y a l'idée de replacer les Robins dans finalement la personnalité complète de Batman. Donc c'est pour ça que ce que tu dis là, Nico, c'est complètement intéressant, parce que en effet, pour moi aussi, ça fait partie intégrante de la personnalité de Batman. C'est-à-dire, si on enlève la place, ou en tout cas les places successives qu'ont occupé les Robins, et dans mon article, l'idée c'était vraiment de dire, bah voilà, quelle place occupe le premier Robin, le second, le troisième, et comment. Alors là, je vais spoiler un peu, mais comment chacun participe de la reconstruction progressive de Batman, en fait. Chacun apporte une pierre pour reconstruire Batman dans son identité. Et on voit bien qu'au fur et à mesure, le personnage s'éclaire un petit peu, évolue un peu, devient plus abordable, ou en tout cas développe des facettes différentes selon la relation qu'il a avec chacun des Robins, en tout cas des trois Robins importants. Il y a que les Robins, du coup, dans ton article, parce que un entourage un peu plus global comme Batgirl aussi, et d'une certaine manière Catwoman lui fait du bien, en tout cas bien à son humanité. Oui, on n'a pas pensé à bien autrement. Et en plus, j'y pensais même pas. Non, mais comme tu précises, c'est pour ça. Non, mais ça, quand je disais humanité, c'est que Batgirl a ce côté un peu où elle se place un peu comme un peu sa fille, j'ai l'impression, sur certains moments, ou en tout cas sa fille spirituelle par rapport à la mission Batgirl Batman, et Catwoman, elle essaye un peu de le ramener à un jeu de séduction qui est propre à l'homme et moins au super-héros. Oui, voilà. Et en effet, oui, pour rejoindre ce que tu dis, alors Catwoman, elle est réservée pour le troisième volet, justement. On est que vous anticipez bien. Voilà. Si tu veux, on te donne tous tes articles. Hein. Ouais. Oui, voilà. La prochaine fois, je vous consulte en premier, ça sera plus gratuit. Et donc, Catwoman, oui, je lui donne un rôle en troisième article, et qui rejoint un peu ce que tu dis sur ce lien qu'elle a et comment elle fait exister l'homme Batman, c'est-à-dire ce versant masculin et viril, quelque part, on pourrait le dire comme ça, que doit assurer Batman vis-à-vis d'elle, et comment cette relation-là donne aussi une autre facette de Batman dans ce qu'il y a d'impossible entre les deux, finalement. Et comment ça part de la relation
homme-femme de façon typique, voilà, avec Batman et Catwoman, mais comment de façon typique, mais en même temps de façon assez universelle. C'est-à-dire, on pourrait partir du principe que Batman et Catwoman, c'est un petit peu le modèle de la relation masculin-féminin que tout un chacun peut rencontrer dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'attractif et en même temps, il y a quelque chose d'impossible. Voilà. Hein, et ça pourrait résumer un petit peu les relations homme-femme, mode d'emploi. Voilà, on est mal barré si on suit leur modèle. Oui, c'est clair. Oui, il y a à prendre et à laisser. Voilà. Alors, on n'est pas obligé de tout prendre. Voilà. Bon, je pense qu'on peut enchaîner peut-être rapidement pour finir sur deux autres persos. J'ai deux autres persos en tête. On va forcément finir par le Joker, parler un petit peu du Joker, même si il y aurait tellement à dire, je pense qu'on pourrait repartir sur un autre podcast, mais c'est peut-être pas le sujet du soir. Mais avant ça, j'aimerais parler on parlait des relations amoureuses, parler rapidement d'Harley Quinn. Puisqu'on va enchaîner ensuite sur le Joker. Et justement, on associe souvent le personnage d'Harley Quinn à ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Toi, déjà, peut-être que tu peux présenter ce qu'est le syndrome de Stockholm, et est-ce que tu penses que c'est vraiment ça, ce qui se passe entre Joker et Harley ou pas, de ton point de vue professionnel? Oui. Alors, très rapidement, pour faire simple et court, le syndrome de Stockholm, en effet, c'est un syndrome que développent des otages au bout d'un certain temps lorsqu'ils sont retenus otages donc par des preneurs d'otages. C'est de façon paradoxale donc un attachement qui va se développer vis-à-vis des preneurs d'otages et donc voilà, quelque chose qui va se déployer au niveau psychique et qui va justement inverser la relation de terreur qui normalement existe dans les premiers temps entre preneurs d'otages et otages, mais qui va justement fonctionner sur un mode un peu d'emprise dans un premier temps, et donc ensuite dans une relation d'attachement plutôt affectif, ou en tout cas de sentiments plutôt positifs entre l'otage et celui qui le prend en otage. Donc ça, en effet, c'est le syndrome de Stockholm. Alors c'est vrai que pour Harley Quinn, on a souvent associé ce qu'elle ressent voilà, vis-à-vis de Joker à ce sentiment-là, puisqu'on a l'impression qu'il y a une sorte de phénomène d'emprise entre la part du Joker vis-à-vis de la Miss Harley Quinn. Alors c'est vrai que c'est une possibilité de se dire voilà, c'est un syndrome comme ça qui sur le plan psychique paradoxalement amène celui qui est sous emprise à ressentir de l'affection, de l'attachement pour la personne qu'il a en face. Après voilà, ça a été un peu trop facile de tout de suite dire ça d'Harley parce que elle tombe amoureuse du Joker, mais finalement elle a le droit juste peut-être de tomber amoureuse de la mauvaise personne, et que ce soit les femmes ou les hommes, ça nous arrive souvent, témoignent nos ex. Donc moi je trouve ça un peu après, j'ai pas mon avis psychologique derrière parce que je connais pas tous les termes, mais je trouve ça un peu dommage et réducteur de tout le temps rabaisser Harley à une personne complètement folle et du coup atteinte de ce syndrome, parce que aussi, elle est peut-être tout simplement amoureuse du Joker. Mais le syndrome de Stockholm, c'est pas une pathologie mentale. Oui. Excuse-moi, le syndrome de Stockholm, c'est pas une pathologie mentale. Non. Ça arrive à des individus qui sont sains d'esprit, qui vont développer ce syndrome, voilà, à leur insu. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se développe à leur insu. C'est pour ça qu'on l'appelle syndrome. C'est pas une pathologie psychiatrique. C'est voilà, tout un chacun qui peut, à un moment donné, dans certaines circonstances exceptionnelles, développer ce syndrome d'affection, d'attachement vis-à-vis de son oppresseur. Voilà. Par contre, Harley Quinn, c'est une psychiatre. Voilà, c'est ça. Alors, ce que je trouvais intéressant. Elle a des prédispositions certaines à la folie. Ça, c'est pas. Ce que je trouvais intéressant tout à l'heure dans les propos, c'est que c'est des propos d'une femme. Et moi, je trouve que je suis assez sensible à ça, dans le sens où spontanément, et là, c'est pas une analyse psychologique, mais spontanément, je trouve que réduire une femme qui serait amoureuse, comme c'était dit tout à l'heure très justement, du mauvais candidat, et de dire que finalement, si elle tombe amoureuse du mauvais candidat, c'est qu'elle est atteinte d'un syndrome, et plutôt un syndrome d'emprise. Je trouve que justement, c'est mettre la femme à une place pas très valorisée, pas très valorisante non plus,
Et je trouve qu'en effet, plutôt de lui attribuer la possibilité d'être amoureuse du mauvais personnage, moi je trouve cette piste qui est quand même plus intéressante parce que ça replace Tu la peux femme. faire un article dessus, tu peux mettre ça en avant, pitié, de me donner en fait une vraie valeur ajoutée à Harley. Ah oui, Non mais oui, ah oui, vraiment, ça me voilà. Ah ferait oui, plaisir quoi, parce que tout Harley le temps Quinn dire féministe. les mêmes choses sur elle, ça m'énerve. Oui, mais on pourrait faire Harley Quinn féministe parce qu'en effet, finalement, elle montre qu'après tout, elle est libre aussi de ses choix amoureux, quoi qu'on en pense, qu'on en dise, et que, à la rigueur, peut-être même que le syndrome de Stockholm pourrait l'arranger en disant racontez ce que vous voulez, mais moi, pendant ce temps-là, voilà, Je suis bien je pleure. contente d'être amoureuse. Et en plus, je pense qu'elle a tout à fait consciente que Joker, lui, a un souci et que, Ah oui, parce oui. que plein de fois, elle se dit, que ce soit dans les vieux ou dans les nouveaux comics, bon, alors là, ça suffit. Là, j'ai pas du tout aimé ce qu'il m'a fait. Je veux plus le voir. Alors Mais après, dès juste qu'il après, arrive, le Joker revient, lui dit bon, je t'ai manqué, nana, elle retombe. Mais enfin, moi personnellement, je me sens proche d'elle parce que ce soit un homme ou une femme, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est tout à fait possible à tout le monde et on n'est pas tous atteints de ce syndrome Bah, de c'est un peu, je pense, le cas des personnes qui sont victimes de pervers narcissiques. C'est des personnes super intelligentes, des personnes qui sont, en fait, qui sont capables justement de pénétrer la psychologie de l'autre. Et c'est pour ça qu'ils tombent sous l'emprise de pervers narcissiques. C'est que c'est des gens qui sont empathiques, très empathiques. Et du coup, qui sont capables d'aimer même une personne terriblement, catastrophique, quoi. Et donc c'est pas du tout dévalorisant, au contraire. Des fois on peut penser que ce sont des personnes faibles, mais pas du tout en fait. C'est vraiment des personnes, voilà. Et elle, je pense que c'est un peu le cas d'Harley Quinn, c'est-à-dire même elle est consciente. Il y a plein de personnes qui sont amoureuses de pervers narcissiques et qui en sont conscientes en fait, mais sauf que effectivement, elles éprouvent et au final en plus on les comprend parce que quand on est amoureux de quelqu'un, on a beau se rendre compte que cette personne n'est pas pour nous et tout, bah l'amour ça se contrôle pas. Enfin je veux dire, on est amoureux et point barre. Alors il y a des phases où on peut s'en détacher, mais c'est dur quoi. Et donc, je sais pas, c'est ce que je me dis. Alors, le petit bémol que je pourrais mettre, c'est que ce qui est dit là, c'est que ce qu'on observe dans les sentiments amoureux qui existent dans une relation entre ce qu'on appelle les pervers narcissiques et en tout cas, qui existent dans les phénomènes d'emprise, c'est que la différence qu'on peut observer, c'est que généralement, c'est un sentiment d'attachement qui va détruire l'autre et donc le réduire le plus possible progressivement à peau de chagrin, c'est-à-dire le neutraliser, retirer ses envies propres, quelque part le ronger jusqu'à l'os. Donc du coup, c'est vrai que on peut l'appeler sentiment amoureux, mais c'est un sentiment amoureux dans le sens où il est plutôt destructeur. Et dans ce sens-là, on pourrait dire peut-être pas vraiment un sentiment amoureux complètement, parce qu'il y a un côté destructeur et ravageur. Et par contre, on pourrait associer Harley Quinn et le Joker à ce que moi j'ai pu observer des fois sur des femmes qui sont visiteuses de prison et qui tombent folles amoureuses, pour justement utiliser ce terme, du détenu qu'elles viennent voir, qui est des fois en effet très psychopathe, très fou, mais qui vont tomber en amour, mais pour réellement vis-à-vis de ces personnes-là, qui vont même attendre leur sortie de prison et qui vont ensuite être dans une relation amoureuse avec le détenu qu'elles venaient visiter comme ça. Et donc là, on pourrait peut-être plus faire ce parallèle avec Harley Quinn, qui finalement, comme vous le dites, a connaissance de ce qu'est le Joker. Elle n'attend pas plus de lui, mais en même temps, ça n'empêche pas de développer un sentiment amoureux vis-à-vis de lui. Et peut-être même avec l'idée de le sauver, parce que ça, c'est ce qu'on trouve des fois, dans le sentiment amoureux vis-à-vis de quelqu'un qui présente d'être un petit peu limite, un peu fou. Alors du côté Joker, je pense que la limite, elle a dépassé. Mais un peu. Il y a des fois ce souhait de le réparer un petit peu, en tout cas de limiter la casse. Donc, Harley Quinn, peut-être on pourrait retrouver ces traits-là, en effet. Alors, du coup, je sais qu'Alexandra, tu dois nous quitter. Alors, ouais, mais pas c'est pour horrible. l'éternité, mais juste c'est pour horrible, ce c'est soir. trop intéressant. C'est trop intéressant. C'est vraiment bien. Et j'ai hâte de lire les prochains articles sur la psychologie comme ça des personnages et j'écouterai avec attention Joker. Je commenterai.
sur les réseaux, si un avis. Mais voilà, c'est super Bien. cool. Super cool. Bon, À bientôt l'équipe. allez, ciao Alex. Ciao. À bientôt. Au revoir. Et nous, nous, je vous propose qu'on enchaîne rapidement. De toute façon, on est pratiquement à la fin de ce podcast. Et puis, on parlait du Joker. La transition est toute faite. Pour finir sur, est-ce qu'on peut dire sur le plus fou des personnages de Batman? Qu'est-ce que tu en penses, Anthony? Joker. Ouais, Joker, ouais. Oui, j'ai pas le droit. Il y a trop de choses à dire, c'est ça? C'est facile. Oui, alors c'est vrai que. Ouvre la boîte de Pandore, là. Ah là, oui, c'est vrai que si on ouvre la boîte au Joker, oui, comme tu dis, c'est un peu la boîte de Pandore, parce que là, je pense qu'on a un petit florilège quand même de tout ce qu'on a de plus gratiné quand même. Alors tu sais que tu as fait des articles sur la psychologie de Batman pour les 80 ans du personnage cette année. Sache que Joker fêtera ses 80 ans l'année prochaine. Voilà, je dis ça comme ça, par pur hasard. Bah ouais, tu vois, je l'apprends, mais voilà, ça peut donner des pistes, oui. Mais alors, pour le dire très rapidement, c'est vrai que lui, le Joker, par contre, il n'a pas, contrairement à Batman, comme on le disait tout à l'heure, qui sait qu'il se déguise en chauve-souris, le Joker, c'est le Joker. C'est-à-dire qu'il n'a pas, il n'a pas le recul qu'a Batman avec son identité supplémentaire, on va dire, pour ne pas dire secrète. Mais en tout cas, lui, il est en bloc. C'est-à-dire que c'est le Joker avec son absence de rapport à la loi, son débordement. Et là, on voit bien que c'est sa pulsion qui dirige tout, c'est-à-dire qu'il n'a pas la limite que peut avoir Batman vis-à-vis de la loi, des règles, qui s'imposent. On peut dire que l'instance qu'on appelle le surmoi en psychanalyse, qui normalement régule un petit peu nos actes pour faire en sorte qu'ils soient raisonnables, on peut dire que chez le Joker, cette instance-là de surmoi, elle a complètement disjoncté. Voilà, elle est plus là. T'es sûr? C'est clair. Je l'ai pas vu depuis longtemps, en tout cas. Bruno, tu voulais intervenir peut-être? Des lieux communs, mais le Joker, c'est l'archétype de la folie et il la personnalise même. La thématique même du Joker, elle est axée autour de la folie et autour de la façon dont il est ressenti. L'exemple parfait, c'est Killing Joke, c'est la thématique, c'est sa théorie. Je voulais en parler justement. Voilà, la journée qui rend fou et cette espèce d'obsession qu'il a de sa propre folie d'ailleurs. Il suffit d'une journée pour que n'importe qui bascule dans la folie. Et bon, d'ailleurs, Gordon et Batman vont apporter un démenti flagrant, mais lui, oui, c'est son trip, c'est sa folie, c'est son jouet. La folie du Joker, c'est son jouet à lui, quoi. Et il s'en sert. Il joue avec. Oui, et en même temps, on voit bien qu'il n'a pas le choix quelque part, parce qu'il n'a pas d'autre façon de toute façon d'envisager les choses. Donc, en même temps, comme tu dis, il joue de sa folie et en même temps, il est joué par sa folie. Donc, il n'existe que par sa folie, de toute manière. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Il est le jeu même de sa folie, et une folie qui, en effet, on le voit bien, se déploie vis-à-vis de Batman. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose qu'on pourrait caractériser de psychotique. C'est-à-dire que ce qui caractérise un petit peu le lien des psychotiques, c'est que quand ils ont un lien très fort avec quelqu'un, c'est qu'ils sont capables de soit tomber follement amoureux, soit le détester à mort, soit vouloir... Soit les deux à la fois, parce que la question se pose parfois. Oui, la question sur... Sur le fait que le Joker peut être amoureux de Batman. Oui, voilà, tout à fait. Parce souvent, il l'appelle mon chéri. Je suis pas persuadé que dans la tête des auteurs, ce soit uniquement un simple premier degré de taquinerie, quoi. Ah non, je pense qu'il y a une composante, en effet, amoureuse que le Joker peut avoir vis-à-vis de Batman, parce que on est dans ce qu'on appelle en psychanalyse un transfert, c'est-à-dire que il y a une relation très importante de l'un vers l'autre, et que dans ce transfert, il y a en même temps la haine et en même temps l'amour. C'est-à-dire que c'est ce qu'un psychanalyste nommé Lacan appelle l'aine-amoration, c'est-à-dire le mot haine et amour dans le même mot. Et en effet, là, chez le Joker, on retrouve exactement ce trait-là, c'est-à-dire que
il y a autant de haine que d'amour. Et en effet, comme tu le relèves, c'est-à-dire que il peut passer de mots très crus à des mots très affectueux, et les deux vont très bien en même temps. Hein, et les deux parlent très bien de la relation très particulière. L'exemple, je trouve un peu plus assez flagrant de cette relation amoureuse et en même temps haineuse de Batman et le Joker, c'est dans Dark Knight Returns, où en fait on voit que quand Batman a disparu, c'est-à-dire voilà, ça fait des 10 ans qu'il n'a plus lieu d'être, qu'il n'est plus Batman, le Joker durant tout ce temps-là est enfermé dans sa prison et ne proteste pas, enfin il n'existe plus non plus le Joker, il déprime. Et dès qu'on annonce Batman est réapparu à la télé, on le voit tout sourire. Et puis ça y est, je revis, et il revient. C'est exactement ça. Et voilà, comme si voilà, l'amour de sa vie l'avait lâché. Et puis tout à coup, il revient lui faire mener une vie, la vie trépidante qu'il menait avant, quoi. Ça, c'est génial. J'adorais ça. Et en effet, comme tu le dis, c'est-à-dire que là, il s'anime à nouveau. Hein. Et là, on est vraiment. C'est ce qu'on peut voir des fois chez des jeunes enfants, c'est-à-dire psychotiques. Hein, c'est-à-dire que pour travailler des fois avec des jeunes enfants psychotiques, les jeunes enfants psychotiques peuvent en même temps des fois nous agresser, c'est-à-dire nous mordre, nous taper, etc. Et en même temps, quand ils nous ont pas vus pendant plus d'une semaine, eh bien, ils peuvent nous se jeter sur nous, nous tenir dans les bras, nous embrasser, etc. C'est-à-dire que il y a en même temps les deux composantes, voilà, de haine et d'amour. Et là, ce qui est intéressant dans ton exemple, c'est que voilà, le Joker, voilà, on voit bien qu'il est bien sur ce registre-là, c'est-à-dire que il est comme un petit enfant qui a perdu son point de repère, et que quand le point de repère revient dans son champ de vision, bah, du coup, ça y est, il se réanime, et puis tout va pouvoir recommencer, il revit à nouveau, parce qu'il n'y a que ça qui le tient finalement aussi, qui le raccroche à la vie. Hein. Ouais. Et son objectif, c'est de tuer Batman. Enfin, ou pas de tuer Batman, mais de le détruire. Donc c'est ça qui est dans Dark Knight Returns, il revient, donc il est dégoûté parce que Batman n'existe plus. Et quand Batman revient, son objectif, c'est de le détruire, pas de le tuer, mais de le détruire. Donc c'est passionnant. Voilà, et c'est ça qui est fascinant, c'est cette précision, parce qu'en effet, le psychotique, ou notamment l'enfant psychotique, ce qu'il souhaite quand il est en relation comme ça très transférentiel avec quelqu'un d'autre, c'est le détruire, mais pas le tuer. C'est-à-dire le détruire pour vérifier que lui, il est toujours en vie. Hein, parce que c'est ça, en fait, la relation du psychotique avec l'autre, c'est que plus il détruit l'autre, plus il s'assure que lui-même, il est en vie. Voilà. Hein, et donc, c'est une sorte comme ça de jeu sans fin, parce que comme tu précises très bien, ça va pas jusqu'à la mort. C'est-à-dire, il faut que l'autre, c'est comme un poisson hors de l'eau, on le tue pas, on le remet à l'eau de temps en temps, on le ressort, etc. Ou un chat avec une souris, c'est-à-dire, on le détruit, mais on va pas le tuer complètement. Et donc là, il y a bien cette dimension-là, en effet, entre Joker et Batman. Et je lisais encore il y a pas longtemps un vieil épisode de Joker et Batman où il y avait Hugo Strange, et finalement, le Joker vient empêcher un truand de tuer Batman parce qu'il dit mais non, il m'appartient et c'est moi qui l'ai détruit. Hein, c'est pas toi qui va le tuer, etc. Et on voit bien que en même temps, il le protège parce que voilà, il faut qu'il maintienne cette destruction possible vis-à-vis de Batman, mais parce que c'est ce qu'il tient en vie lui-même. Et c'est intéressant quand tu as dit que justement le détruire, c'est vivre pour le psychotique, parce que justement, je reviens ça correspond parfaitement à Dark Knight Returns, où en fait, dans Dark Knight Returns, il finit par détruire Batman dans le sens où il accomplit ce que Batman ne voulait jamais faire, c'est-à-dire il meurt, mais tué par Batman en quelque sorte, enfin presque. Il meurt et ça veut dire que Batman a détruit, s'est détruit lui-même en faisant en sorte que le Joker il meurt à côté de lui. Et du coup, c'est sa grande victoire. Finalement, il continue à vivre. C'est ce qu'il dit. Il dit, moi, je m'en fous de mourir tant que c'est en mourant que je te détruis. Et du coup, finalement, il continue à vivre. Il continue à sourire dans la mort en détruisant Batman, quoi. Donc ça correspond bien en fait. Oui, on trouve bien ce trait-là. Puis un autre trait qu'on retrouve chez le Joker, mais là qui est carrément très visible, hein, c'est-à-dire c'est ce sourire, comme tu l'as justement dit là à ce moment-là, qui est forcément constant chez le Joker et qu'on retrouve en effet chez certains psychotiques qui vont annoncer les choses les plus abominables avec un sourire
C'est ce qu'on appelle la discordance, hein, c'est-à-dire que ils vont dire qu'ils ont tué leur mère, voilà, à tel âge, etc. Et ils vont l'annoncer avec un grand sourire parce que chez le psychotique, entre ce qu'ils montrent sur le visage et ce qu'ils sont en train de dire, il y a ce qu'on appelle une dissonance, une discordance, c'est-à-dire que il y a pas de, c'est pas raccord, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un rictus comme ça marqué sans cesse. Et là, c'est ce qu'on trouve très bien chez le Joker, c'est-à-dire il y a ce sourire permanent, même s'il dit des atrocités, même s'il il commet des atrocités, ce sourire, il est toujours présent. Hein. Et donc ça, c'est un trait aussi très psychotique, où en effet, des fois, si on a l'occasion d'en voir ou d'en entendre, on voit qu'ils sont capables de dire des atrocités tout en souriant. Donc là, voilà, sur le Joker, on peut se mettre d'accord un petit peu sur le fait qu'on serait vraiment, je pense, voilà, sur ce versant-là de la psychose dans toute voilà, dans tout ce qui la caractérise, en tout cas. Dans toute sa splendeur. Voilà, j'ai pas osé aller là, mais oui, allons-y. Là, c'est vrai. Alors, du coup, on a survolé, enfin, on a bien survolé le personnage de Batman et sa psychologie torturée. On a soumis l'idée que Harley Quinn n'était pas du tout victime d'un syndrome, mais plutôt juste amoureuse. Et on a posé un diagnostic sur le Joker. Je pense que c'est plutôt pas mal pour une soirée, non? C'est bien même. C'était super. Là, c'était cool, c'était vraiment cool de pouvoir échanger avec toi, Anthony, sur ce sujet-là. C'était très intéressant, et même si on a duré plus longtemps que ce qu'on avait prévu à la base, mais du coup, c'était tellement intéressant que j'ai pas vu le temps passer, moi, de mon côté, en tout cas. Ça nous arrive jamais, ça. Jamais. C'est pas bien. Voilà, en plus, tu repars avec plein d'idées pour les prochains articles. Si tu veux d'autres idées, n'hésite pas à nous dire. D'accord. Non, et puis nous, franchement, c'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet-là, qui est un sujet qui est ultra passionnant pour les fans de Batman comme nous. Et merci d'avoir été là donc ce soir ou aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent le jour, pour nous avoir accompagnés sur ce sujet-là. Merci à Bruno et à Aliénor d'avoir participé à ce podcast également. Merci, c'était super intéressant. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. On espère que ce podcast vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. En attendant, on est sur le blog, sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et on vous fait de gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao tout le monde. Au revoir. Salut.